La capsule. Bienvenue dans le podcast d'Info Jeunes Lorient. Alors, je m'appelle Anne-Laure Sylvestre, j'ai 38 ans, j'ai fait des études j'ai fait une école de commerce qui s'appelle l'ISEG à Lille, et ensuite j'ai fait un master en mode à l'Institut français de la mode à Paris. Donc ça c'est mon parcours sur mes études, et je suis la fondatrice de Noé, qui est une marque de polaire responsable transportée à la voile. Alors j'ai créé ma marque seule. Euh, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat un peu comme ça, et j'ai toujours eu envie de faire quelque chose d'éthique. Donc et je travaillais dans le vêtement. Moi, je travaillais chez Lacoste avant, au siège à Paris. Je travaillais aussi chez LVMH. Donc j'ai travaillé plutôt dans le luxe, et en fait, je voyais que l'industrie, elle allait pas dans le sens où moi je voulais qu'elle aille. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé de fonder Noé. Alors, ce qui m'a inspirée à fonder ma marque de vêtements, c'est d'abord l'amour du produit. Moi, je suis quelqu'un qui adore les matières qui durent, les vêtements qui durent, qui sont qualitatifs. Donc d'abord, en premier lieu, ça a été ça, parce que moi, j'ai tendance à m'habiller toujours un peu de la même façon, avec des bons vêtements qui durent dans le temps, qui tiennent, qui tombent bien. Donc ça a été vraiment ça la première motivation. La deuxième, c'était de tout faire, en fait, de travailler à mon compte, de gérer à la fois la partie produit, la partie logistique, la partie comptable, la partie distribution. J'avais vraiment envie de voir ce que c'était de fonder quelque chose de A à Z. Et la troisième, et je pense d'ailleurs c'est même pas la troisième, je pense que ça remonte avant le désir de fonder quelque chose de seul. Moi, ma motivation profonde, c'est l'impact. C'est qu'aujourd'hui, je pense que le monde, il a besoin qu'on le transforme en profondeur pour qu'on respecte les limites environnementales et planétaires. Et du coup, j'avais à cœur, en fait, de faire quelque chose de bien à la fois pour l'environnement et de bien à la fois pour les hommes. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises où les gens se sentent pas très heureux, se sentent peut-être parfois dépassés par le rythme, par tout ce qu'ils ont à faire, et j'avais envie de faire une entreprise qui était vertueuse à la fois sur la partie durabilité et vertueuse aussi sur la partie humain. J'ai fondé Noé en janvier 2020. Enfin, j'ai commencé à travailler dessus en janvier 2020, et juridiquement, elle a été fondée en août 2020. Dans quelle ville précisément? Elle a été fondée à Lorient. L'événement qui m'a motivée, il y en a eu deux. Le premier, c'est que j'habitais à Paris, je travaillais chez Lacoste, j'étais à vélo et j'ai eu un accident, on m'a renversée. Et donc pendant un an, en fait, je me suis retrouvée à faire des opérations, à être en rééducation. Et donc c'est pendant ce temps-là, en fait, j'ai eu le temps en fait de beaucoup me renseigner. C'est un peu à ce moment-là que j'ai pris une claque, je dirais, sur le climat, quoi, et ça m'a donné envie de changer. Et le deuxième moment, c'est j'étais en voyage en Écosse, et je suis allée dans une petite boutique, j'ai acheté un pull, et en fait la femme m'expliquait que c'était des pulls qui étaient faits avec ses moutons à elle, qu'elle tuait pas les moutons. Normalement, souvent, au bout de la troisième année, les moutons, ils donnent plus une très bonne laine. Donc, du coup, souvent, ils sont envoyés, à l'abattoir pour les manger, etc. Et elle avait une démarche hyper aboutie de garder ses moutons jusqu'à ce qu'ils meurent de vieillesse. Et, euh, et aussi, on était sur une île, donc je me disais, mais c'est génial, en fait, on pourrait faire quelque chose de très vertueux. Et donc, j'ai imaginé un projet hyper ambitieux où on se disait, en fait, on n'utilise que la laine des moutons d'ici, on les teinte pas, parce que la teinture des fibres, c'est une grande partie de l'impact d'un vêtement. On les ramène à la voile, comme ça on a vraiment un projet zéro impact. Donc pas zéro impact, parce que le zéro impact n'est pas possible à partir du moment où on crée quelque chose, mais on a quelque chose de très abouti. Et donc c'est ça qui a fait c'est ces deux déclics là qui ont fait que j'ai démarré Noé. J'ai commencé le processus de création de la marque par les fournisseurs. Donc je suis d'abord allée sur des salons pour trouver les personnes qui allaient m'aider à faire ces vêtements, trouver les matières, trouver les gens qui font la confection. Donc j'ai commencé par ça. Et ensuite, en parallèle, je travaillais sur le positionnement marketing, à savoir c'est quoi cette marque, on vend quoi, à qui,
comment? Est-ce que c'est sur internet? Est-ce que c'est en boutique? Donc vraiment la partie stratégie. Et ensuite, et puis tout ça se fait en même temps que de travailler sur la partie légale, juridique. Qu'est-ce que, c'est quoi Noé? C'est quoi la structure? Et, voilà. Donc, je dirais si je résume, produit, euh, design et juridique. Enfin, produit, concept, juridique. Alors j'ai pas utilisé beaucoup d'outils pour la création de la marque. Euh, J'avais juste mon ordinateur. Je pense que j'avais juste une adresse. J'ai fait une adresse Gmail. J'ai utilisé les outils de Google, Word, PowerPoint, enfin les Google, toute la suite Google parce que c'est gratuit. Et après, pour la partie com et la partie design, j'utilisais Canva. Et j'avais aussi Adobe, la suite Adobe avec Photoshop, mais je l'ai très peu utilisé. Alors, j'ai communiqué sur la marque à travers les réseaux sociaux d'abord, donc Instagram, Facebook. Facebook moins, mais Instagram beaucoup. 80% de l'effort il était sur Instagram, et je dirais 10% sur LinkedIn en plus. Donc les réseaux sociaux c'était Instagram, Facebook, LinkedIn. Et la partie communication externe, j'ai essayé d'avoir des articles de presse pour être connu du grand public. Mon client, pour Noé, il a entre 25 et 45 ans. Il est homme et femme, les deux. On doit être à 60% de femmes, 40% d'hommes. Il est plutôt urbain. C'est quelqu'un qui vit plutôt en ville. Il est intéressé par la mode éthique. Il aime bien le vêtement et il est intéressé par la mode éthique. Il fait attention à sa consommation. Il préfère consommer des marques qui sont locales. Il préfère consommer des marques qui ont une démarche en fait éthique. Et ce que j'ai constaté, c'est que ça, c'était la cible principale. Et donc effectivement, j'ai vendu pas mal en Bretagne et aussi à Paris. Euh, mais après, j'ai remarqué qu'il y avait aussi une cible secondaire qui était des gens plus âgés, donc plutôt, je dirais de 50 à 65 ans, qui avaient eux, pareil, les mêmes attributs, mais qui étaient plus âgés et qui faisaient attention à ce qu'ils achetaient. Le regard que Noé et je pense du coup moi parce que c'est ma vision, euh, je porte sur le textile, c'est que on est euh, on est à une phase intermédiaire. En fait, il y a deux courants qui s'opposent. Il y a un courant qui est la fast fashion, ce qu'on a et l'ultra fast fashion avec des marques comme Shein ou on dit Shine ou Shein chinoises qui produisent près de 80 pièces par jour, qui ont des volumes de production qui sont énormes et donc qui ont une empreinte environnementale qui est très très importante sur l'environnement. Euh, donc on a ce courant-là où il y a plein de gens qui s'achètent des tonnes de vêtements parce que c'est pas cher. Parce qu'ils ont envie de renouveler leur style tout le temps, etc. Et parce que le marché le permet. Et donc on a un autre mouvement qui est que l'industrie de manière générale aujourd'hui sait qu'on va dans le mur. En gros, on peut pas continuer à produire autant de vêtements, à consommer autant de vêtements, parce que ça a des impacts vraiment très très concrets et de pollution des cours d'eau, de de gens qui ont des salaires très très bas parce que ils travaillent en majorité en Asie et notamment au Bangladesh. Et donc on a des scandales sanitaires avec des gens enfin l'industrie du textile tue quoi. Vraiment. Donc on a deux choses qui s'affrontent. Une industrie qui se dit ok il faut qu'on change et il y a plein de petites marques qui se lancent, plein de projets éthiques qui se lancent, qui font hyper attention. Et on a l'ultra fast fashion qui est sur un courant où toujours plus d'argent, toujours plus de volume et donc là il y a on est vraiment deux trucs qui s'opposent quoi. Donc on est à un moment où c'est très bizarre. C'est très bizarre. Et je pense que nous, on a, en tant que marque et en tant que personne, on a le devoir de s'informer parce qu'aujourd'hui, on peut plus dire qu'on sait pas que la mode pollue.
Donc on a le devoir de s'informer, d'informer, de sensibiliser les consommateurs à l'impact. Et bah là, c'est en train de se réguler au niveau loi. Donc c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que on a beaucoup alerté tout le milieu de la mode éthique sur le fait que, ben oui, ça coûte beaucoup plus cher de produire un vêtement bien en Union européenne avec des bonnes matières qui polluent pas, avec des gens qui sont payés normalement, que de produire un vêtement très mal ou en fait moins on fait attention, moins ça coûte cher. Donc il y a un avantage concurrentiel à produire mal. Donc du coup, nous, on a alerté l'industrie et aujourd'hui, il y a des lois qui sont en train de passer pour réguler ça, pour pénaliser les entreprises qui produisent mal financièrement, taxer les produits qui sont flashés comme de l'ultra fast fashion. Et aussi, on va avoir un système, la loi qui s'appelle la loi AGEC, qui est en train de passer, qui va permettre de donner beaucoup plus de transparence. Et pour faire simple, en gros, c'est le Nutri-Score, mais du vêtement. Donc on va être obligé de dire où c'est produit, où c'est fabriqué, combien de kilomètres parcourus, plein de choses. Ok. Alors, il y a eu des collaborations chez Noé. On a fait une collaboration, une des dernières, c'était une marque française qui s'appelle Homonoia, qui fait des bananes upcyclées, donc que avec des matières qui sont déjà produites. On a fait une banane ensemble, du coup en polaire. Il y a eu celle-là et ensuite moi je collaborais surtout avec des 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 créateurs de contenu, ce qu'on appelle des influenceurs ou éthiques. Donc par exemple, Is Now Good, c'est quelqu'un avec qui on a travaillé régulièrement, où la personne en fait communique sur le vêtement parce qu'elle croit aux valeurs. Donc c'est ce type de collaboration qui permet en fait d'augmenter la notoriété de la marque rapidement. Les collaborations avec les influenceurs, c'est très simple. En fait, il faut d'abord montrer l'intérêt qu'on a pour leur contenu. Donc, c'est-à-dire qu'avant de les contacter, ça vaut le coup de se connecter sur leur compte, de commenter leurs publications, de montrer qu'on interagit, etc. Parce que, en fait, ces gens-là, ils voient souvent ce qu'on fait, même si parfois on est noyé, ça montre que on s'est pas juste d'un coup intéressé à eux et on les contacte. Donc ça, c'est pas mal. Ensuite, faut les contacter, faut globalement leur expliquer de façon très synthétique le projet parce qu'ils reçoivent beaucoup de sollicitations. Donc, faut dire, voilà, je fais une marque, j'essaye de changer les choses, je fais des polaires responsables transportés à la voile. Je pense que ça pourrait te plaire et correspondre à ton univers. Est-ce qu'on peut en parler? Est-ce que tu as 20 minutes pour en parler? Donc voilà, ça c'est la deuxième étape. Et la troisième étape, bah, c'est de contacter une fois que le rendez-vous passé, de dire, bah, concrètement, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place ensemble? Est-ce que la marque te plaît? Est-ce qu'on pourrait travailler ensemble? Et là, derrière, bah, en vient le moment où si oui, ça marche, bah, on détermine un prix, si jamais peut y avoir du gratuit, mais généralement, c'est comme ça qu'ils gagnent leur vie. Parfois, ils vont dire oui, si on est une très petite marque, mais en se disant, bah, si tu grossis, à ce moment-là, on travaillera de façon rémunérée ensemble, etc. Donc après, ça va être de se mettre d'accord sur un tarif ou pas de tarif, sur quand, établir un calendrier et établir le contenu en fait de la collaboration, de quoi on parle, comment on en parle. Alors, le processus de création d'une pièce, de la conception à la vente et à la production. D'abord, moi, je commence toujours par un benchmark de la concurrence. Donc, c'est un état des lieux si je veux faire une collare, je vais regarder tout ce qui se fait en ce moment euh, pour euh, pour m'inspirer et aussi pour voir les coloris qui me plaisent. Voilà. Donc, on commence par ça. Ensuite, je vais faire un mood board. Donc là, je vais faire désolé, c'est que des mots anglais, mais c'est du coup c'est une espèce d'intention où je vais garder les couleurs, la palette de couleurs dans lequel le vêtement va se décliner, les inspirations que j'ai retenues, euh, les dessins, des débuts de dessins, de formes et tout qui me parlent. Ensuite, la troisième étape, c'est le dessin. Donc et ça peut être en parallèle de la matière. Donc généralement, le dessin et la matière vont un peu s'influencer. C'est-à-dire que si j'ai des contraintes sur la matière, comme je fais du responsable, donc si je veux faire un vêtement
upcycler, par exemple, il faut que je me dise, bon, bah, d'abord, la matière, elle est déjà produite, donc c'est pas moi qui vais décider quelle couleur elle a, etc. Donc ça peut changer les choses. Parfois, quand on fait de l'upcycling, on part d'abord de la matière et ensuite on va faire le dessin. Alors que si on part d'une marque de mode, ils vont d'abord faire le dessin, établir les couleurs, valider le dessin et ensuite on va chercher la matière qui correspond et l'atteindre, etc. Donc ça, il y a deux façons de faire. Et ensuite, sur la partie conception, vente, production, ensuite il y a le trouver l'usine qui va le faire ou le faire soi-même. Euh, Ensuite, faire des prototypes. Donc ça veut dire qu'on va valider d'abord, on va dire bah je vais faire la polaire, je vais la faire en S de cette couleur-là. Et du coup, on va valider la forme du proto, comment il tombe, on va valider le tableau de mesure. Si c'est un S, il faut qu'il soit long de temps. Est-ce que l'usine a bien fait la bonne longueur sur les manches, etc. Donc ça, c'est pas la partie mise au point. Euh, Ensuite, il y a la partie euh, shooting. Une fois qu'on a validé les, une fois qu'on a validé les prototypes, on va demander un échantillon dans les tailles qui correspondent aux mannequins qu'on va choisir et pour le shooting. Et donc à ce moment-là, on va photographier tous les modèles sur la personne. Et donc le shooting, c'est un gros boulot de préparation. Et c'est génial parce que c'est le moment où tu vois ton vêtement porté dans un environnement que tu as choisi, qui te plaît. Genre par exemple, moi je faisais tous mes shootings, je les faisais près de la mer. Et je voulais montrer vraiment la Bretagne. Donc c'est le moment où vraiment ça prend vie, quoi. Et ensuite, bah, il y a partie commercialisation. Et donc, qu'on soit en précommande, donc à savoir, on monte le vêtement avant qu'il soit produit, ou on commercialise directement en disant ça y est, c'est en ligne, vous pouvez commander. Bah, il va falloir communiquer avant pour dire ça va sortir à ce moment-là. Ça va sortir, préparez-vous, faire un peu de teasing, envoyer des newsletters, envoyer des posts sur Instagram, sur LinkedIn pour s'assurer d'avoir de la vente. Et ensuite, bah, du coup, la commercialisation, c'est bien sûr mettre en ligne les photos sur le site web, mettre en ligne le produit, détailler le produit sur comment il est fabriqué, etc. Voilà, tout le contenu du site web. Et ensuite, on commercialise. Et après, donc soit si c'est de la précommande, là, on produit. On dit à l'usine, bah, vous me produisez tant. J'ai vendu tant, vous me produisez tant. Si jamais c'est pas si jamais c'est pas de la précommande, à ce moment-là, on a déjà passé l'ordre de commande, donc on a déjà dit il me faut 50 S, 20 M, par exemple. Voilà, par taille, on va dire les quantités qui vont être produites. On les reçoit, on vérifie qu'elles sont bien. Donc on va vérifier la production et la réception. Parfois, il y a la moitié de la commande qui est soit mal taillée, soit avec des défauts et tout, donc faut trier. Donc ça veut dire qu'on a choisi un mauvais fournisseur, hein, concrètement. Et ensuite, bah, la partie commercialisation, c'est la partie quand on fait du e-commerce comme moi, c'est la partie livraison. Donc là, on va traiter les commandes quand elles arrivent et les expédier. Les étapes les plus stimulantes et les plus difficiles. Alors d'abord les plus stimulantes. Les plus stimulantes pour moi, ça c'est très personnel, mais pour moi c'est la partie produit. Quand je choisis les matières, que je fais les premiers prototypes, j'adore. J'adore travailler le produit. Et le deuxième moment, et c'est pour moi le deuxième que j'adore, c'est le shooting, le moment choisir choisir les mannequins, trouver la photographe, imaginer les silhouettes, les tenues et tout ça, j'adore. Donc ça c'est pour moi en tout cas le mieux. Et après ce que j'avais le plus de mal à faire. Euh, c'est moi j'étais pas très forte en je dirais en marketing digital, distribution, à savoir analyser les performances du site web, se dire bah là analyser le trafic, améliorer et optimiser le site web, ça c'est quelque chose que je détestais, donc j'y passais très très peu de temps, donc le site web il aurait dû être beaucoup bien optimisé. Voilà. Et ouais, je pense que ça c'était le plus dur. Et c'est vrai que la partie financière, c'est pas forcément évident non plus, parce qu'il y a beaucoup de choses à suivre. Et donc je me suis fait aider sur la partie financière. J'avais quelqu'un qui travaillait avec moi. J'ai ressenti à certains moments de la peur dans mon projet. En fait, l'entrepreneuriat, c'est un peu les montagnes russes. C'est-à-dire qu'on a des moments où on est très 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 content, on a une super nouvelle,
Les ventes démarrent très bien. J'ai fait des campagnes de financement participatif sur Ulule et du coup ça c'est à la fois terrifiant et à la fois hyper fort et hyper enrichissant parce que quand ça marche, c'est génial. Et puis il y a des jours où d'un coup il y a 10 personnes, 20 personnes qui achètent ou qui contribuent. Puis il y a des jours où il se passe rien et donc d'un coup ça retombe. Donc je pense que ces moments-là, pour moi c'était il y avait pas mal de stress quoi. Il y avait des enjeux importants. C'était ce qui allait me permettre de financer le projet. Donc il y avait pas mal de stress. Donc je dirais que les moments les plus stressants, c'est pendant la commercialisation, quand ça marche pas. C'est le moment où d'un coup on se dit, on remet tout en question. Ouah, ça marche pas. Alors j'aurais pas dû faire ça, etc. Donc ça c'est difficile. Et après moi mes deuxièmes moments noirs, c'était les rendez-vous avec les banquiers. Ça me faisait beaucoup stresser parce qu'en fait le banquier il a un discours, enfin une façon de parler très particulière. Il utilise des mots, il y a des mots qu'il faut utiliser, qui vont le rassurer, etc. Donc, faut avoir un langage de banquier, quoi. Et, euh, et du coup, pour moi, c'était un exercice un peu difficile. Et donc voilà. Donc, je dirais que globalement, ça a été ça. Après, il y a des décisions importantes qui m'ont fait peur. Non, je crois que être entrepreneur, c'est prendre des décisions tout le temps. Donc il y en a qui sont plus importantes que d'autres, mais globalement, faut avoir cette espèce de folie qui permet de se dire ben voilà, je fais un choix, je le tiens et advienne que pourra, on verra bien. Le conseil que je donnerais à quelqu'un qui souhaite se lancer et lancer sa marque de vêtements, euh, le principal c'est oser. Allez-y parce que en fait, c'est une folie l'entrepreneuriat. C'est dingue, mais vous apprendrez jamais autant qu'en ayant fait ça, parce qu'on voit tout et c'est hyper responsabilisant. C'est hyper chouette parce qu'on peut vraiment aller au bout d'un projet qui nous tient à cœur et le réaliser de A à Z. Et donc, je pense qu'il n'y a pas d'expérience plus enrichissante que l'entrepreneuriat. Donc ça, c'est le premier. Et je dirais, si j'en ai un autre, pour la mode, quand même, c'est très, très, très concurrentiel. C'est très difficile de réussir. Les marges financières du projet pour se payer, pouvoir employer des gens, etc., sont assez petites. Surtout si donc on gagne pas beaucoup d'argent en fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire en vendant des vêtements. Donc du coup, je dirais de travailler bien, s'entourer au début pour ne pas se lancer trop vite. Bien travailler la partie, ok, je vais créer ça. Comment je vais le créer? Combien je dois gagner d'argent pour que ce soit rentable? Si j'en vends que 10, qu'est-ce que je fais derrière? Donc vraiment travailler la partie euh, peut-être financière. Et la dernière, c'est le concept, il est hyper important. Il y a tellement de concurrence que si vous êtes une énième marque de vêtements et que les gens comprennent pas vraiment ce que vous faites, ok, vous faites des t-shirts, ok, c'est sympa, mais pourquoi vous plutôt qu'un autre? Il y en a tellement. Donc se dire, c'est quoi mon truc hyper précis? C'est beaucoup plus facile de vendre un truc hyper précis, genre je vais me lancer, je ferai que des chaussettes et que des chaussettes avec des imprimés fruits. Je dis un exemple tout bête, mais c'est beaucoup plus facile de se lancer sur un produit phare, un produit clé, et après, si ça marche bien, bah vous aurez les sous, le temps pour lancer le deuxième et lancer le troisième et tout. Mais se dire, l'aspect monoproduit peut être une très bonne entrée dans une marque de vêtements et se dire c'est quoi mon truc hyper clé, hyper spécifique. Moi, j'ai lancé des vêtements qui étaient des basiques. Au début, je me suis pas lancée sur les polaires, je me suis lancée sur t-shirts. J'avais un t-shirt, un sweat, un pull, très minimaliste. Donc très simple avec juste un petit logo et c'est vrai que c'était pas très différenciant. Les matières étaient très épaisses, donc ça c'était ma particularité, mais je communiquais pas que là-dessus, je communiquais sur plein de choses. Donc en fait les gens ils savaient pas exactement ce que c'était Noé, ils arrivaient pas à le résumer. Et finalement après j'ai bifurqué
pendant la marque sur les polaires responsables transportés à la voile. Et là, c'était hyper clé. Les gens savaient que c'était, et c'est là où j'ai gagné de la notoriété, où là, les gens m'ont plus interviewé. Enfin, voilà. Donc c'est hyper important de choisir son axe. Voilà. C'est la Minute IJ, l'info là où il faut. Nous venons d'entendre le témoignage d'Anne-Laure, créatrice de la marque Noé. Si toi aussi tu es intéressé par l'entrepreneuriat et ou par la création d'une entreprise, de nombreux sites sont à ta disposition pour t'aider, comme le site du BPI France Création. Ce site peut t'aider et t'accompagner sur la création de ton entreprise, mais également sur le financement, ton business plan, etc. Le site de l'État, entreprendre.service-public.fr, te guide et t'informe sur la création d'entreprise étape par étape. Il existe aussi la plateforme BGE, boutique de gestion, qui peut te renseigner sur les moyens pour devenir entrepreneur, les formations pour parvenir à monter une entreprise, te donner des stratégies commerciales afin d'augmenter ton chiffre d'affaires, etc. Le bus de l'entrepreneuriat peut aussi t'accompagner. C'est un bus qui fait des escales dans plusieurs villes bretonnes, dont Lorient. Il saura te renseigner et répondre à tes questions sur le monde de l'entrepreneuriat. C'est gratuit et sur rendez-vous. D'autres structures comme la Mission Locale ou Info Jeunes Lorient peuvent également aider les jeunes entrepreneurs. Les conseillers de la Mission Locale sont présents pour t'informer sur le monde de l'emploi, plus généraliste, mais aussi celui des entrepreneurs, et peuvent également te mettre en lien avec des entrepreneurs expérimentés afin de te donner des conseils et te permettre de te créer un réseau. Pour cela, tu peux rentrer dans leur dispositif de parrainage qui est ouvert à tous. N'hésite pas à les contacter. Les structures info jeunes de l'agglomération de Lorient peuvent également t'aider. Il en existe à Guidel, Lanester, Lorient Plumeur et Kévin. Des espaces numériques avec des ordinateurs sont à ta disposition et des personnes seront toujours présentes pour t'aider. Tu pourras aussi retrouver les essentiels d'Info Jeunes Bretagne sur le sujet qui t'accompagnent dans la mise en place de ton projet. Si tu es lorientais, n'oublie pas de regarder sur le site de la ville de Lorient pour savoir si ton projet peut bénéficier d'un coup de pouce financier avec l'aide Booster. Elle est ouverte aux jeunes lorientais de 16 à 25 ans pour des projets qui ont un impact sur le territoire. Si tu habites une autre ville, renseigne-toi auprès du service jeunesse de ta commune. Merci pour ton écoute et à bientôt pour un autre podcast.